Donc bonjour à tous. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de moniteurs parmi vous, alors vous comprendrez bien que, rappelez-vous la courbe d'attention, 14 heures c'est l'idéal après les pommes de terre, pour parler de réglementation, de code du sport et de jugement. Mais avant de commencer, je voudrais faire 3 remarques liminaires. D'abord, ce que m'a demandé Olivier, ce n'est pas de donner mon avis. C'est de témoigner de ce que je vois depuis 1991 en matière de décision de justice suite à des accidents mortels de plongée. Voilà. Parce que je me fais souvent étriller sur les réseaux après les conférences en me disant ouais, c'est un con, il n'aurait pas dû dire ça, c'est pas vrai, etc. C'est pas mon avis que je vous donnerai pendant 1 heure, c'est ce que disent les jugements des tribunaux. Deuxièmement, je ne parle que d'accidents mortels parce que c'est les seuls que j'arrive à suivre. Un accident incorporel, il suffit d'aller à l'hôpital une fois qu'on est rentré chez soi, même si on est paralysé. Il n'y a pas forcément d'enquête judiciaire. Et troisième remarque, s'il y a parmi vous des gens qui sont dans les professions juridiques, je leur demande d'avance de me pardonner le côté un peu réducteur de certaines présentations parce que, évidemment, il y a un problème de temps. Donc moi, je vais vous parler de l'expertise judiciaire en plongée loisir. On en fait aussi évidemment en droit du travail, mais là on ne parlera que de l'expertise judiciaire. La première chose qu'il faut savoir, lorsque vous êtes moniteur, directeur de plongée, président de club, eh ben, c'est que vous risquez effectivement de vous retrouver devant le tribunal pénal. Alors, différence entre le tribunal pénal et le tribunal civil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez facile. Le tribunal pénal, une infraction pénale, on va en parler un petit peu tout à l'heure, c'est que vous avez violé une règle qui est fixée par la loi ou les règlements. Alors ça peut être une action, on n'a pas le droit de tuer, ça peut être une omission, celle de porter secours. La sanction pénale, c'est la peine d'amende ou l'emprisonnement. Et où? Et vous ne pouvez pas vous garantir contre ça, parce que l'assureur ne va pas en prison à votre place. En revanche, vous pouvez, tout en ayant commis une infraction pénale, avoir provoqué un dommage, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté un règlement et vous avez au bout du bout quelqu'un qui est paralysé. Donc d'un côté, on a une infraction pénale, mais on a aussi provoqué un dommage. Donc là, on est en procédure civile avec des dommages et intérêts, mais là, pour le coup, vous êtes assuré par l'assurance Lafon, si vous êtes chez Lafon, ou d'autres assurances. Donc un petit mot d'abord sur les grands principes du droit pénal. Je vais aller rapidement là-dessus, je vais vous donner des exemples surtout, mais je voudrais quand même qu'on clarifie les choses. Pour qu'il y ait une infraction pénale, pour que vous puissiez avoir un souci judiciaire, il faut d'abord la légalité. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire du moment que ce n'est pas interdit, du moment que ce n'est pas obligé par la loi. Si vous avez envie d'aller plonger avec votre... Vous n'êtes pas en structure fédérale, vous ne connaissez pas la structure fédérale, vous n'y avez jamais été, vous n'avez pas de licence, tout ça. Vous avez envie d'emmener quelqu'un à 70 mètres en baptême, rien ne vous l'interdit. Vaut mieux que ça remonte, mais c'est pas interdit, parce que nos textes parlent bien des établissements, etc., qui enseignent la plongée sous-marine. Donc il faut un texte d'abord, et les textes ne sont jamais rétroactifs. Donc si vous le faites avant le texte, vous n'êtes pas non plus en infraction. Et puis au bout du bout, c'est la liberté du juge. C'est-à-dire que, quelle que soit l'infraction pénale que vous allez commettre, ou vous pourriez commettre, le juge décidera très librement de la sanction. Quand je dis le juge, c'est le tribunal. Et en France, vous n'avez pas de justice. Alors je ne sais pas s'il y a des magistrats parmi vous, mais ils vont peut-être aller, mais on vous l'a dit tout à l'heure, on n'est pas sanctionné de la même manière. Je ne sais pas, vous prenez l'exemple d'un kilo de stupéfiants à Marseille, c'est de la consommation personnelle. À Hasbrook, c'est du trafic international. Et vous avez évidemment des sanctions qui sont totalement différentes. Là, il en est de même pour la plongée. Il en est de même pour la plongée. Vous avez des tribunaux qui sont plus versés là-dedans parce que y a plus d'accidents chez eux. Vous prenez les tribunaux comme Draguignan, par exemple, dont dépend tout le département du Var. C'est clair qu'ils sont beaucoup plus concernés par la plongée que d'autres départements. Alors, pour qu'il y ait une infraction pénale, il faut 3 éléments. Le premier élément, je vous l'ai dit, je ne reviens pas, c'est l'élément légal. Il faut un texte. Chez nous, on ne parle pas tellement de texte de loi parce qu'on n'a pas de loi en matière de plongée. On a des arrêtés qui ont été insérés dans le Code du sport. C'est l'arrêté de 98, modifié 2000, etc. Enfin, tout ça, vous le connaissez. Appelons ça le Code du sport. Donc, il y a un texte de toute façon. La deuxième chose, c'est un élément matériel.
Il faut avoir commis quelque chose. Un commencement d'exécution, vous avez envie de suicider, de tuer votre belle-mère, ce n'est pas une infraction. Si vous commencez à le faire, ça le devient. Et le troisième élément, c'est l'élément moral. L'élément moral, ça veut dire que vous avez conscience, quand vous commettez l'acte matériel, que vous êtes en train de violer la loi. Alors, c'est vrai, par exemple, c'est supposé pour vos stationnements interdits en voiture. Là, vous y coupez pas. Hein, l'infraction, elle est constituée. En plongée, c'est beaucoup plus difficile parce que vous n'avez pas le... Enfin, je ne connais pas de moniteur qui viole la loi pour avoir un accident, moi. Mais par contre, vous pouvez l'avoir pour d'autres raisons. Cet élément moral, il se transforme en notion de maladresse, d'imprudence, de négligence. Et c'est essentiellement là qu'on va retrouver nos accidents. Les infractions sont classées en 3 catégories, le crime, le délit et la contravention. Le crime, j'en parle pas, j'ai connu qu'un cas depuis 91. C'est une dame qui gonflait les bouteilles de son mari avec le pot d'échappement de sa voiture. Mais ce n'est pas un accident de plongée. Voilà. Elle avait peut-être des raisons, je ne sais pas. Alors attends, c'est dans ce sens-là, voilà. Bon, on va trouver des délits. Alors les délits, on va en parler parce que c'est le plus fréquent. Alors le délit, il faut quand même faire la différence entre le délit et la contravention. C'est que dans un délit, la sanction possible, c'est de la peine d'amende et éventuellement une peine d'emprisonnement. Alors que la contravention, ça ne peut pas être un emprisonnement. Donc on n'a pas du tout la même échelle de sanction. Alors la première chose qu'on va pouvoir voir, c'est l'infraction d'atteinte involontaire à la vie et à l'intégrité physique. L'homicide. C'est-à-dire que vous descendez avec quelqu'un sous l'eau, vous remontez, il est mort. Vous n'avez pas le droit de tuer, vous avez bien l'élément légal. Il est mort, vous avez bien l'élément matériel. Alors après, l'élément moral. Ce que je vous disais tout à l'heure, la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le non-respect des lois et du règlement. Alors, la maladresse, je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas d'exemple. Donc, je ne vous en donnerai pas, mais enfin, vous imaginez un peu ce que ça peut être. Hein. L'imprudence. Prenez l'exemple d'un... On va prendre des exemples concrets. Vous organisez, vous êtes P5. Vous êtes donc désigné comme directeur de plongée par votre président de club pour le jour J. Et vous décidez d'aller plonger dans un lac. Vous avez fait le voyage, puisque vous êtes breton, j'ai du mal à vous trouver ça, mais l'exemple, c'est un lac sous glace, alors c'est beaucoup compliqué. Mais vous avez décidé d'aller dans les Vosges plonger. Vous avez tout réglé, vous avez vu le garde-barrage, tout est autorisé. Vous avez vraiment monté l'opération, vous avez recherché vos plongeurs, qui est-ce qui veut y aller, vous avez organisé le transport, tout va bien. Vous arrivez là-bas et la moitié du lac est gelée. Bon, donc il y en a la moitié qui n'est pas gelée. Vous constituez des palanquets, assez facile, 4 palanquets de 2, et puis une 5e palanquet constituée d'un niveau 4 et d'un niveau 2 à qui vous dites, bon, bah, attends, nous on va y aller, et toi tu restes sur le bord comme palanquet de sécurité, tu plongeras lorsque tout le monde sera sorti. Les consignes sont données publiquement, un briefing, en disant aux gens, vu qu'il y a de la glace, vous descendez dans l'eau, vous prenez le tombant à main gauche, et vous remontez à 20 mètres de profondeur. Aucun risque d'aller sous la glace. Donc ça se passe comme ça pour les 4 premières palanquets. Et une fois qu'ils sont tous sortis, la 5e va à l'eau, le niveau 4 et la niveau 2. Et eux, ils vont direct sous la glace. Au bout d'un moment, on voit un couteau qui sort sous la glace, qui a réussi à la percer, panique, etc. Enfin, toujours est-il qu'il y a les secours qui se mettent en place. La niveau 2 est décédée. Qui est responsable? Alors, qui est responsable? Qui est pour le niveau 4? Alors le niveau 4, effectivement, il est responsable parce que ce niveau 4 n'a pas respecté les consignes du directeur de plongée. Mais le directeur de plongée, P5... Alors je vous ai dit une bêtise, ce n'était pas un niveau 4, c'était un moniteur fédéral premier degré. Ça ne change rien, hein. Il est responsable quand même. Hein. Bon, mais le fameux P5, directeur de plongée du jour, il est responsable ou il ne l'est pas? Ah, pourquoi il l'est? Eh bien parce que le tribunal l'a accusé effectivement d'imprudence
en disant qu'il avait pris un risque en laissant des plongeurs évoluer dans un lac à moitié gelé, pris le risque qu'ils aillent volontairement ou involontairement sous la glace. Et ils ont pris 6 mois tous les deux. Autre exemple, on parlait de paliers de sécurité ce matin. Eric vous a bien expliqué que les paliers de sécurité, ça faisait partie de la formation fédérale, que ça se faisait, qu'il n'y avait pas de risque de les faire, sauf dans certaines conditions. Quand on donne des blocs à des jeunes accrochés à un mouillage parce qu'il manque d'air pour faire des paliers de sécurité inutiles et que la mer est démontée, que les gamins lâchent la corde ou le bout et qu'on ne les retrouve jamais, il y a une imprudence. C'est une affaire bretonne. L'inattention. Vous avez tous vécu ça dans vos centres de plongée, en tout cas ceux qui ont des bateaux. On organise des plongées, il y a plein de plongeurs, il y a des moniteurs, tout ça, ça s'organise. Des gens doivent partir avec des baptêmes, et puis il y a un autre baptême, on lui dit bah, tu attends sur le bateau que le garçon ou la fille qui doit t'emmener viennent te chercher. Classique. Et bien donc le plongeur en question qui doit être baptisé, il attend, il est équipé ou presque équipé, hein, il a ses palmes aux pieds, il a sa combine, et puis il attend que le moniteur ramène le premier baptême pour aller chercher le second par exemple. Et le directeur de plongée, à ce moment-là, il descend dans la cale, bricoler un petit peu son moteur de bateau. Le moniteur qui devait emmener ce plongeur revient avec son premier baptême. Ne le voyant pas, il se dit, bah, il a dû partir avec un autre. Bon. Et au bout du bout, bah, quand tout le monde remonte, il en manque un. Le fameux futur baptisé, il est tombé sous le bateau et il est mort à 20 mètres en dessous. On a reproché l'inattention du directeur de plongée. Vous pouvez m'interrompre si ça vous choque. Hein, Alors, on est toujours, ou quasiment toujours, dans les sanctions pénales à des peines de prison avec sursis. C'est comme dans les accidents de la route. Parce qu'on considère que quand même s'il y a une inattention, on ne le fait pas exprès. Hein, donc ensuite, on a la possibilité d'avoir la négligence. La négligence, c'est du matériel, par exemple, mal entretenu. Quand on fait son entretien de matériel soi-même, et j'y reviendrai tout à l'heure sur les problèmes de réglementation ou du moins de risque pénal en matière de matériel, il faut être compétent et changer les pièces qui vont bien. Quand on se retrouve à donner un détendeur avec une soupape d'expiration qui pète parce qu'elle est très usée à un jeune de 17 ans à 2 h du matin sur un mouillage parce qu'il fait un palier de demi-sécurité, et que la soupape pète, quand une soupape de succuration pète, une soupape d'expiration pète, pardon, eh ben vous n'avez que de l'eau dans le détendeur. Quand vous êtes pour votre première plongée de nuit à 15 mètres, après une plongée de 30, alors que vous totalisez à peine 5 plongées au total, c'est pas bon. C'est pas bon devant le tribunal. À ce propos d'ailleurs, le fait que vous alliez plonger, parce que ces gens-là étaient licenciés, enfin connaissaient les règles fédérales, et avaient décidé d'aller plonger tout seuls. En les violant, évidemment. Hein. Je ne vais pas vous refaire un dessin. Le tribunal a considéré que puisqu'ils connaissaient les règles fédérales, ils étaient obligés de les respecter. Et c'est un arrêt de cour d'appel de Rennes qui fait qu'il y a toujours un moniteur de fait dans une plongée, même hors structure. On ira chercher celui qui est responsable. Alors le responsable, ça peut être l'organisateur, le responsable, ça peut être le plus gradé, entre guillemets, des plongeurs. Tout ça, c'est fait lors de l'enquête. Mais ne pensez pas qu'en plongeant hors structure, vous êtes dédouané et que vous pouvez violer tout ce que vous avez appris dans vos formations. Ce n'est pas vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous ne connaissez rien à rien. Hein, c'est autre chose. Après, vous avez le non-respect des lois et du règlement. Alors, les lois, je dis qu'il n'y en a pas. Le règlement au sens administratif du terme, c'est-à-dire les décrets et les arrêtés, ceux qui sont dans le Code du sport. L'arrêté qui est dans le Code du sport. Bon, il fixe tout ce que vous savez, le nombre de plongeurs par palanquet, le niveau des gens, les profondeurs maximales, etc. Tout ça, c'est clair. Et bien, dès lors que vous les violez, et que vous avez évidemment un homicide, puisqu'on parle d'homicide, ben vous tombez sous le coup de la loi pénale. Quelques exemples, par exemple, vous décidez
Je prends un exemple pour ceux qui connaissent le site du côté des Goudes, par là-bas. Décidait d'aller plonger sur les Farillons, et puis finalement le patron du bateau, qui n'est pas moniteur, décide de changer de site et va sur le Liban, et il emmène un baptême. Le Liban est un peu trop profond, hein, il est autour de 28 mètres. L'accident a lieu. Très clairement, on lui reproche de ne pas avoir accepté, enfin de ne pas avoir respecté ce qui était fixé par le règlement. Autre exemple, ça c'est à Mayotte, est jugé responsable du décès d'un plongeur, l'employé, qui ne disposant d'aucun niveau de plongée sous-marine, a accepté d'encadrer un néophyte et a été incapable de le secourir. Non-respect des règlements, l'encadrant n'avait pas le niveau qu'il fallait, et c'est pourtant prévu dans le code. Alors, à l'époque, là, c'était pas le code du sport, c'était les arrêtés avant le code du sport, mais c'est exactement la même chose. Si vous, oui, j'en prie. Hors cadre, vous êtes soumis au cadre. Pour faire simple, si vous connaissez le cadre, si on peut prouver que vous connaissez le cadre, si on peut prouver que vous connaissez le cadre. Alors je sais que c'est polémique, certains me disent oui, mais alors en ce cas-là on n'a plus besoin de moniteur, puisque de toute façon il y a un moniteur de fait. Oui, il y a un moniteur de fait. Il y a quelqu'un qui sera responsable. Vous avez d'autres exemples faciles. Je suis professeur dans une UFR STAPS, c'est-à-dire une boîte qui forme des moniteurs de sport, et moi je suis prof et je fais de la plongée, c'est mon truc moi. Alors j'ai des optionnaires et des polyvalents, parce que la fédération ça vaut rien, les autres non plus d'ailleurs, hein, PADI, TDI, tout ça, ça sert à rien. Donc pour moi il y a un optionnaire, c'est celui qui fait que de la plongée, et des polyvalents, c'est ceux qui font de la plongée et du basket. Et s'ils font de la plongée et du basket, évidemment ils ne peuvent pas être aussi bons en plongée qu'un optionnaire. Enfin c'est sa vision des choses. Donc la plongée est très simple, on fait des palanquets, un optionnaire et un polyvalent. On monte sur le bateau, on va mouiller le bateau à 20 mètres. L'objectif, c'est de descendre à 20 mètres, mais comme le bateau est à 30 mètres, l'ancre est à 30 mètres, les gens descendent à 30 mètres, et comme ils n'ont pas d'équipement, montre profondimètre, ils ne savent pas qu'ils sont à 30 mètres. Et l'exercice du jour est assez simple, dit le moniteur. Il suffit, vous, l'optionnaire étant le moniteur, en fait, c'est le guide de palanquet, vous, le polyvalent qui démarrait la plongée, baptême, c'était des maîtres nageurs. Hein. Baptême est simple, vous enlevez votre gilet, vous gonflez votre gilet, vous laissez partir le gilet et vous le suivez en soufflant. Alors, oui, je vous donne la parole tout de suite. Ça ne me gêne pas que vous m'interrompiez. Hein. Alors, évidemment, il y a eu une condamnation. Le monsieur n'était pas du tout d'accord, disant que dans les UFR STAPS, par définition, c'était aussi des centres de recherche et que la recherche ne pouvait pas être réglementée. Alors, le tribunal ne l'a pas vu de cette oreille. Il lui a collé 3 mois. Il a fait appel. Il a pris 6. Tu voulais me poser une question là, oui ? On va y venir sur la mise en danger. On va y venir. Pour répondre plus rapidement à la question, s'il n'y a pas d'accident et que personne ne le sait, il n'y a pas de souci. Alors, là, on a les conditions, si vous voulez, qui doivent être réunies pour que vous puissiez avoir un souci. Oui, il y a quelqu'un qui lève la main là-bas, mais ça va être un problème de micro peut-être après. Je ne sais pas si on peut... Vas-y, alors tu cries fort. À 3000. J'ai pas compris. Quand on fait enfin... Ah ben c'est pareil. Si vous êtes hors structure et qu'on peut prouver que vous connaissiez les règlements de sécurité fédéraux, vous l'avez dans le baba. En famille ou pas. Ben, la nôtre. Notre fédération. Le code du sport, c'est notre règlement. On ne va pas chercher le règlement chinois. Hein. Encore que, on verra tout à l'heure, si vous allez en Chine, vous pouvez être poursuivi en France. Bon, là, je vous ai parlé d'homicide. Je ne vais pas vous refaire le même coup avec cette infraction-là. On retrouve
On retrouve exactement la même chose, mais cette fois-ci, notre plongeur n'est pas mort, il est paralysé. Alors, la différence, vous le voyez ici, c'est qu'il n'est pas mort, j'ai dit il est paralysé. En fait, il a une incapacité totale de 3 mois. Cette incapacité totale, elle est décidée par un médecin légiste ou un médecin agréé par les tribunaux. Ce n'est pas forcément le médecin de famille. Hein. Troisième cas, cette fois-ci, l'ITT n'est pas de 3 mois. Je ne sais pas, un gros barotraumatisme de l'oreille interne, par exemple, des choses comme ça. Vous remarquerez que cette fois-ci, pour avoir les éléments constitutifs, c'est-à-dire les éléments matériels, on ne vous parle plus de la maladresse, de l'imprudence, de la négligence ou de l'inattention. Il faut seulement, mais vous inquiétez pas, on va les retrouver plus loin, il faut simplement avoir violé le règlement et de manière délibérée. C'est-à-dire qu'il faut avoir conscience du fait qu'en violant le règlement, on risque de provoquer l'accident. À Marseille, par exemple, constitue un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence ayant entraîné la mort de 3 plongeurs, le fait de s'introduire dans une grotte sous-marine avec des équipiers de niveau insuffisant et sans avoir au préalable mis en place les dispositifs de sécurité qui s'imposent pour ce type de plongée particulier, notamment un fil d'Ariane. C'est la grotte Cosquer, pour ceux qui sont un peu anciens. 3 plongeurs sont restés dans la grotte parce qu'ils n'ont jamais trouvé la sortie. Bon, la palanquée était constituée normalement, les équipements étaient normaux, la profondeur était bonne par rapport au niveau des plongeurs. Et là, on a visé ce qu'on appelle les règles de l'art. Parce que vous ne trouverez pas dans le code du sport le besoin de mettre un fil d'Ariane dans une grotte. Donc les magistrats vont aussi chercher ce qu'on appelle les règles de l'art. Et ils en font un pseudo-règlement. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai dans tous les tribunaux, mais ça arrive. Là, il a eu de la prison ferme. Hein. Autre type d'infraction, le fameux délit de mise en danger. Il n'existe pas en plongée, même si vous le voyez dans les manuels, y compris fédéraux. Alors il est dans le code. Il est dans le code. C'est un texte qui a été mis en place en 1993 pour lutter contre l'insécurité routière et l'esclavage, enfin le traitement esclavagiste de certains employés, notamment étrangers. C'est tout. Donc quand vous avez un accident comme ça, un avocat qui tient la route, il doit se replonger déjà sur la volonté du législateur. Pour autant, il est dans le code. Mais regardez bien. C'est le fait pour toute personne physique ou morale. Donc physique, c'est vous, morale, c'est votre club, hein, par exemple. D'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée, on n'est plus simplement sur le délibéré de tout à l'heure, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Donc, quand on parle de manifestement délibéré, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute que le risque pour la vie ou l'intégrité physique a été pris délibérément. Alors ça, c'est très difficile à prouver. Le premier moyen de ne pas le risquer, c'est de respecter tout ce qui est prévu dans le code du sport, parce que dès lors que vous ne violez pas une obligation particulière de prudence imposée par le règlement, l'infraction ne tient plus. Et puis, c'est quoi cette infraction ? Au bout de tout ça, il n'y a pas de blessé. Parce que s'il y a un blessé, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un type qui vient dans votre club au mois de septembre, qui vient, je vais m'inscrire chez vous parce que j'ai fait un baptême sur le Donator cet été. Ça m'a vraiment bien plu. Il est là, il vous parle. Hein. Ah ben non, attends, ton ami t'a vu en danger. Dépose plainte, tu te rends compte, tu aurais pu mourir. Alors il va à la police ou à la gendarmerie de, je sais pas où, moi, non, pas hier. Ben non, il est breton. Alors il va à Quimper. Alors les policiers de Quimper, ils prennent sa plainte en se disant, mais il nous fait... Bon, on envoie ça au tribunal. Alors je sais pas, s'il y en a à Quimper, ça va à Quimper. Le procureur de Quimper, il dit, qu'est-ce que je vais foutre de ça? Alors c'est où ça, le procureur, le donateur? Alors on envoie ça à Draguignan, au tribunal de Draguignan, qui l'envoie à la gendarmerie ou à la police de Draguignan pour entendre le patron du centre du bateau, qui lui cherche dans ses feuilles de sécurité ou de palanquée à l'époque. Qui c'est qui a bien pu l'emmener sur le donateur? Ah ben oui, j'avais un moniteur de Strasbourg.
Alors ça repart, Draguignan, Strasbourg, etc. Puis au bout, le gars, il ne s'en rappelle pas. Pour aucune blessure. Quand vous savez que 80% des affaires avec auteurs connus sont classées sans suite, celle-là, elle est classée à la poubelle dès le premier parquet. Hein. Alors il y a des magistrats puis des avocats qui l'ont soulevé, qui ont essayé de la mettre en œuvre. C'est toujours tombé. Aucun tribunal, depuis qu'elle existe en 1993, ne l'a appliquée à la plongée. Ça marche en ski, par contre. Alors, maintenant, on va essayer de voir, en classant un petit peu les différents intervenants. Les présidents, il y en a là? Ah bah, vous allez voir. Les présidents. Mais rigolez pas, les moniteurs, levez la main. Il y en a pour vous. Et on en aura aussi pour les plongeurs. N'inquiétez pas, tout le monde va y aller. Alors, la responsabilité du président. Première responsabilité qui amène le président devant les tribunaux, c'est le défaut d'opposition. Ce qu'on appelle défaut d'opposition, les termes sont clairs, mais vous le trouvez dans vos clubs. Le président hésite à s'opposer à certains des membres du club. Alors j'allais dire des vieux, je commence à en faire partie aussi, mais des vieux qui font toujours comme ça, même si c'est plus comme ça que c'est prévu. Des gens qui ne respectent pas les consignes du directeur de plongée et qu'on laisse faire. Alors, évidemment, on les laisse faire tant que vous n'avez pas de soucis, pas d'accident, comme je te disais tout à l'heure, il ne se passe rien. Mais si vous avez quelques soucis, on viendra chercher le président. Par exemple, est jugé responsable du décès d'un plongeur. Alors ça, c'est un quasi-pro, mais c'est pareil. Le directeur d'une structure hôtelière qui n'avait pas délégué ses pouvoirs de direction en ce qui concerne les activités subaquatiques exercées dans son établissement. C'est-à-dire tout ce qui se faisait dans son établissement, il en était responsable parce qu'il n'y avait pas de notion de délégation. À Toulouse, le fait pour un président de club de plongée sous-marine qui organise une sortie en mer avec des membres débutants de ne désigner qu'un seul encadrant titulaire du brevet de moniteur de plongée pour 11 plongeurs, de choisir un lieu où les profondeurs atteignent 18 mètres, alors que la victime n'avait d'expérience qu'à 2 mètres de profondeur en piscine, constitue des manquements graves en relation avec la noyade de la victime. C'est-à-dire qu'un président de club qui accepte qu'une palanquée de 12 parte sous l'eau à 18 mètres, c'est pas bien. Ce que je vous lis, ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. Hein. Président du club de... Alors Montpellier, le président d'un club de plongée a commis une faute en choisissant un lieu de plongée et en n'empêchant pas la victime de plonger, alors qu'un bateau de pêche situé à proximité effectuait une manœuvre de remontée de filet. Évidemment, le monsieur est mort dans le filet. Hein. Donc les présidents, il ne suffit pas d'être président pour se faire donner du monsieur le président le jour annuel de présentation des clubs sportifs de la commune. Il faut assumer vos responsabilités. Le non-respect du règlement intérieur. Alors vous avez des clubs qui ont des règlements intérieurs, vous avez des clubs qui n'en ont pas. Moi, je vous engage à bien lire le règlement intérieur, mesdames les présidentes, parce que ça fera foi devant les tribunaux. Si c'est prévu dans le règlement ou si ce n'est pas prévu, vous aurez ou vous n'aurez pas à en répondre devant un tribunal pénal. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans un règlement intérieur, enfin dès lors que vous respectez tout ce que la déontologie fédérale, j'entends, hein, pour les clubs fédéraux. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez en matière de règles d'exclusion, en matière de... c'est très libre un règlement intérieur, il n'y a pas de codification. Hein. À Poitiers, par exemple... Si un membre d'un club de plongée est seul responsable de l'accident de décompression qui lui est arrivé du fait de son imprudence, le tribunal dit bien c'est de sa faute, lui, le plongeur. Le club et son président, en raison du caractère particulièrement dangereux de ce sport et des accidents dits immérités qui peuvent survenir, même en respectant toutes les règles de sécurité, ont l'obligation de mettre en place un dispositif de secours d'urgence, et ce, en dehors de toute obligation légale, à l'époque. Notamment un plan d'évacuation vers un établissement hospitalier. Faute d'avoir respecté ces règles,
Le président doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident en raison de la perte de chance d'un traitement plus rapide. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus réglé puisqu'on vous parle de schéma d'évacuation. À Angers aussi, un accident mortel. Le président n'est pas là. Ça arrive, ça. Le président ne soit pas là dans toutes les plongées du club. Le président est absent, il indique qu'il ne connaissait pas l'existence de la plongée. Et qu'en plus, ce club ne va jamais, jamais, jamais ailleurs qu'en piscine en hiver. Et pas de chance, c'était bien dans les statuts qu'il pouvait y aller. Donc le président aurait dû être tenu au courant de la mise en place d'une plongée, puisque c'était dans le cadre de la structure qu'il préside. Vous êtes toujours président ? Attends, vas-y, parle plus fort, je répéterai. Il aurait dû le savoir, il s'organise, il ne donne pas les clés, il doit le savoir. Un président, ça sait ce qui se passe dans sa boîte. C'est vrai en politique aussi, normalement. Les stagiaires pédagogiques. Alors là, quand on parle de président, on peut aussi parler de président de structure, enfin de structure commerciale. C'est la même chose. Les stagiaires pédagogiques, ce ne sont pas des gens qui viennent comme ça. En matière de stagiaires pédagogiques, il y a une notion de formation. C'est-à-dire que le stagiaire pédagogique, il est là pour être encadré et formé. C'est vrai en milieu associatif, comme c'est vrai en structure commerciale. Vous ne pouvez pas considérer que vos stagiaires pédagogiques sont là uniquement pour faire du nombre. Il y a besoin de les encadrer, de les surveiller, de les former. En matière de structure commerciale, c'est encore plus compliqué. Parce que si vos stagiaires pédagogiques prennent la place d'un moniteur, d'un breveté qui peut être rémunéré, on rentre aussi dans le cadre du travail dissimulé. Alors il y a beaucoup de discussions là-dessus sur le statut du stagiaire pédagogique. On a aujourd'hui quelque chose qui fait un peu foi, c'est un arrêté du préfet maritime du Var qui autorise les clubs professionnels à avoir des stagiaires pédagogiques sous réserve qu'il y ait un engagement formalisé de formation, un contrat, comme ça, qu'ils soient réellement encadrés et qu'ils ne viennent pas en remplacement d'un moniteur rémunéré. C'est-à-dire qu'il vient en plus. Sinon, on a des infractions de travail dissimulé. Alors, je ne sais pas comment ça évoluera. Aujourd'hui, le président Blanchard travaille là-dessus, parce qu'on ne sait pas très bien qui c'est qui s'occupe des stagiaires pédagogues, si c'est le ministère du Travail ou si c'est le ministère Jeunesse et Sport. Tout le monde se renvoie un peu la balle. Mais en tout état de cause, pour l'instant, on a au moins cet arrêté. Vous pouvez avoir aussi deux exemples de problèmes de stagiaires pédagogiques. Un jour, un stagiaire pédagogique signale au procureur de la République que, ma foi, il est... Enfin, elle est à l'origine, c'est une stagiaire. Elle est à l'origine d'un accident mortel. Et finalement, l'enquête montrera que, alors, elle était pas monitrice de plongée, elle ne pouvait pas travailler contre rémunération alors qu'elle l'était. Des problèmes aussi de temps de travail, c'est-à-dire qu'en fait, le moniteur ou le chef de centre a épuisé cette stagiaire pédagogique, ce qui fait qu'elle a perdu ses moyens lors d'un accident et qu'elle n'a pas été capable de sauver son plongeur. Le tribunal l'a dédouanée, elle, et a condamné le président de la structure. Un deuxième accident, mais qui était d'ailleurs dans le même centre. Alors, ça vous donne à éviter ce centre-là. Là aussi, le stagiaire s'est retrouvé tout seul et n'ayant eu aucune formation, a été incapable de secourir la personne qui l'encadrait. Vous avez aussi le cas du matériel qui est pas adapté, si vous voulez, aux plongeurs qui l'utilisent. C'est encore de la responsabilité du président du club, dès lors évidemment qu'il s'agit d'un matériel du club. Alors, on a par exemple à Bayonne un jeune qui se noie. En fait, ils font la chouille toute la nuit. Il y a un contexte. Ils se couchent très tard, ils ont pas bu que de la badoie. Et le lendemain, quand il va plonger, il meurt. Alors il avait 16 ans, donc évidemment on rentre encore dans un contentieux plus compliqué dès lors qu'on touche des enfants.
hein. Et le tribunal a condamné le président parce que le mineur, donc en question, noyé après une soirée festive, utilisait un matériel dur et dans des conditions difficiles. Parce que le matériel dur, c'était le détendeur, qui était extrêmement dur, et en plus, il y avait du courant. Alors là, le président a été condamné, ainsi que le directeur de plongée. Le président n'était pas sur les lieux, hein. Dans vos clubs, vous faites du TIV. Eh bien, vaut mieux vous assurer de ce qui se finit dans le TIV. Ça, c'est une affaire avec condamnation aussi. Alors, là, le... Oh là là, oh là là. Ça, c'est pour tout à l'heure, c'est les moniteurs. Voilà, attends, le machin, il est là. Voilà, bon, c'est une bouteille qui est coupée, vous le voyez, hein, elle est retournée, et vous avez le tube plongeur au milieu. Et à droite, vous avez ce que j'ai trouvé comme liquide. Alors là, c'est du lait, pour faire voir, pour qu'on le voit. Mais il y a ce volume de liquide après un TIV. Le gamin qui avait 14 ans, quand il a fait son canard, il a manqué d'air. Président condamné. Parce qu'on n'a pas été encore... Enfin, ils n'ont pas condamné... Alors, encore une fois, je vous disais tout à l'heure que je ne vous donnais pas mon avis, mais ce que j'ai vu. Parce que le responsable du TIV, on sait qui a tivé la bouteille. Et il n'a pas eu de souci. Quel délai entre? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Oui, mais de toute façon, on ne remplit pas un volume comme ça, à moins de laisser la bouteille ouverte sous l'eau, quoi. Mais si on la laisse ouverte sous l'eau trop longtemps, c'est pas ça qu'on a comme volume, hein. Elle est pleine. Oui? Oui, mais vous avez des gens qui la rincent. Il y a des gens qui rincent les bouteilles, il y a des gens qui les lubrifient encore. Et la somme de l'eau plus de la... plutôt de l'eau que de l'huile, parce que pour mettre une quantité d'huile comme ça, la somme des deux fait que vous pouvez avoir un... C'est pas gros comme volume, hein. Vous voyez bien la taille d'un tube plongeur dans un kilo de bouteille, enfin dans un kilo d'alcool de bouteille. Il n'y a pas énormément, il y a quoi? Il y a un demi-litre. Ça fait beaucoup quand même, parce que ça ne devait pas y être. Mais en fait, la bouteille n'a pas été vidée après avoir été rincée. Ouais, mais enfin, moi, c'est plutôt de l'eau que j'ai trouvé. Mais un demi-litre d'huile dans la bouteille, c'est pas une friteuse. Non, mais le lait, c'est moi. Pour que tu aies une belle photo. Vous allez en avoir des photos. Parce que je vous ai parlé des moniteurs et des plongeurs, mais vous allez voir les magasins aussi. Oui, il y a une question là-bas. Ça te gêne pas, Olivier, qu'on passe en même temps des questions comme ça? Non, non, mais c'est pas grave, je les répète. Ah ben si, est-ce que le président condamné peut se retourner contre le TIV? Il l'a fait. Mais comme je vous l'ai dit, le magistrat n'a pas tenu compte. Là, dans cette affaire-là, sur ce tribunal-là. Ah ben il a été entendu, évidemment, oui. Mais lui, il ne se rappelle pas. C'est toujours le problème. Vous verrez tout à l'heure, quand on parle des magasins de plongée, enfin je ne vais pas en parler maintenant, parce que j'en parle tout à l'heure. La question, c'est de trouver le lien de causalité entre l'accident et le fait qui a provoqué l'accident. Vous pouvez avoir 1000 âneries de fait, 1000 violations du règlement. Si ces 1000 violations ne sont pas celles qui sont en relation avec l'accident, il n'y a pas de sanction possible. Il faut un lien de causalité. Donc les moniteurs d'épée, organisation du choix des sites. Quand vous faites une formation, par exemple, de niveau 3, de niveau 4, etc., et que vous avez décidé d'entraîner vos gens dans le cadre d'une progression à la profondeur de, je ne sais pas moi, 30 mètres, un peu de 40, peu importe. Vous les faites travailler, et là, il arrive un pépin. Ce qui est arrivé, c'est tout simple.
Les gens entament la remontée. L'élève ne répond plus. Panique soudaine, geste désordonné. Les deux plongeurs tentent de remonter, aboutissent à une succession de pertes d'embout respectifs et à des opérations répétées de gonflage et de dégonflage des gilets. Les plongeurs se retrouvent finalement sur le fond à 67 mètres. Vous n'avez rien à faire au-dessus de 67 mètres si vous travaillez à 30. Alors vous me direz, c'est facile de le dire quand on est en amphi comme ça. Qui est-ce qui n'a pas travaillé sur une pente comme ça, avec des niveaux 1 en haut, des niveaux 2 au milieu et des niveaux 4 en plus bas? Parce que ce qui s'est passé là pour cette niveau 3 sur un fond de 60 mètres, vous retrouvez la même chose pour un niveau 2 qui s'entraîne à 20 mètres et qu'on retrouve à 47, hein, c'est pareil. Donc je n'ai pas de solution, moi, quand je vous dis ça. Simplement que quand vous faites des choix, quand nous on fait passer les MF2, on fait attention à avoir un fond qui est à 2-3 mètres de la profondeur maxi à laquelle on doit travailler. Mais c'est facile parce qu'on n'a qu'un seul niveau à faire travailler. Et vous faites souvent des niveaux étagés. Ouais. Un autre cas, un plongeur les plongées du week-end. On vient en mer pour 2 jours. On vient de plus ou moins loin, on est plus ou moins fatigué et on veut rentabiliser la plongée. Mais si vous voulez, quand on décide de faire, parce qu'on prépare le niveau 3 ou le niveau 4, et qu'on fait faire le samedi matin, le samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi, des plongées à 40 mètres systématiquement avec 3 ou 4 remontées, et qu'au bout il y a une panne d'air de l'élève, c'est pas bon pour le moniteur. Quand il y a un décès au bout. Hein. Ça c'est chez vous, chez les Bretons, hein, ça s'est passé. Bon, le non-respect des règlements, je ne reviens pas, c'est vrai pour ce qui est vrai pour un président, c'est vrai pour un moniteur. L'incapacité à s'adapter et à effectuer des transferts. Un moniteur, il doit être capable de s'adapter en toutes circonstances. Alors, quand vous avez quelqu'un qui se présente avec vous avec un diplôme en disant qu'il a fait un baptême il y a 4 ans, est-ce qu'on le rentre tout de suite en formation niveau 1 ? Le bon sens voudrait au moins qu'on aille le voir dans l'eau avant. Si on le rentre en formation niveau 1 et qu'il a un accident, ça vous sera reproché. Là, le moniteur a pris 4 mois de prison avec sursis. Parce qu'au bout du bout, encore une fois, je vous parle d'accident mortel. Hein, on est donc sur un décès. Bon, le niveau 1 n'avait fait qu'un baptême. Au bout de 4 ans, on refait un baptême, on revérifie. L'incapacité du moniteur aussi à détecter la nature des accidents. On a plusieurs jugements là-dessus. Alors, je ne vous prends pas tous les jugements, je prends quelques exemples, bien sûr. Quand vous êtes niveau 4 et que vous emmenez des gens à 20 mètres, je dis une bêtise. Quand vous êtes niveau 4 et que vous emmenez des N2 profonds, vous êtes de fait moniteur. Même si vous n'avez pas le diplôme, vous êtes guide de palanquet. Oui, mais avec les mêmes obligations qu'un moniteur de plongée sous l'eau. Vous ne pouvez pas dire « je ne m'occupe pas de son gilet stabilisateur, de savoir s'il est branché ou pas, ce n'est pas mon problème, parce que celui que j'emmène, il est niveau 2 autonome à 20 mètres, donc il sait brancher son gilet ». Et là, en l'occurrence, c'est sur un lac avec un givrage, l'accidenté n'a pas pu remonter. Et le moniteur se dédouanait en disant, enfin le niveau 4, non, mais c'est pas mon problème, de toute façon, moi, je n'ai pas à m'occuper de ça. Hein. J'emmène des autonomes. Hein. Ça ne marche pas. Alors, c'est aussi vrai pour un moniteur, bien sûr. Hein, là, je prends l'exemple d'un niveau 4, puisque c'était un niveau 4. Ou alors, le moniteur, ça arrive à tout le monde, vous n'êtes pas sur le bon site, vous attaquez un palmage pour essayer de le retrouver. C'est souvent vrai chez nous, là, en Bretagne, enfin dans la Manche ou l'Atlantique, à cause de la visibilité, ou d'un mouillage raté. Le palmage, c'est source d'essoufflement. Bien, il faut que le moniteur le voie. Le voit par le flot de bulles, peut-être, par des bruits aussi, parfois. Et si la personne décède au bout du bout par essoufflement, et qu'on arrive à expliquer, parce que toujours pareil, c'est une enquête qui a lieu. Là, ils étaient 4. Il y en a 2 qui ont expliqué qu'ils avaient vu que le mort s'essoufflait. Le moniteur, il n'a rien vu, lui.
Donc le fait que les deux aient déposé contre le... Ils n'ont pas déposé contre le moniteur, puisqu'ils ont été entendus tous dans la foulée après l'accident. Il n'y avait pas de notion de méchanceté vis-à-vis du moniteur. Ils ont dit ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient ressenti. Ça a servi au tribunal pour dire, si les deux élèves, les deux plongeurs qui n'étaient pas moniteurs, ils l'ont vu, pourquoi toi, moniteur, tu n'as rien vu, quoi. Donc condamnation. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est des oublis de branchement des direct systems. Hein. Alors là, le moniteur, je vous donnerai quelques petits exemples, mais je vais vous montrer quelques petites images intéressantes. Le moniteur, lui aussi, peut être responsable. Il n'y a pas que le... Enfin, on va continuer sur le moniteur, je veux dire, on va passer au plongeur, avec quelques exemples. L'optimisation... Non, je ne l'ai pas, attends. Hop, voilà. L'optimisation des déplacements de fin de semaine. Ça, ce n'est pas des bons profils. Ce ne sont pas de bons profils, vous voyez. Vous pouvez le dire comme vous voulez en matière d'éco. Même vos ordinateurs ultra performés d'Eric, là, je ne suis pas sûr qu'ils prennent... Bon, ils calculent, hein. Si, ils calculent. Ça, ils vous donneront un résultat. Mais ce n'est pas idéal. Les conditions de plongée difficiles. Quand on emmène les gens dans ce qu'on appelle des lessiveuses, vous savez, on fait plonger les bons au large de la côte parce que le temps est mauvais, donc au niveau 3, on sait qu'on va les récupérer. Par contre, les niveaux 1, il ne faut pas déconner, on les amène au bord de l'eau. Faut pas... Seulement, au bord de l'eau, ils peuvent être pris par les tourbillons, par les rochers, par les ressacs. Enfin, je ne suis pas marin, je ne connais pas les bons termes, mais ces espèces de lessiveuses dans lesquelles ils sont embranqués, ils n'arrivent pas à en sortir. La dame qui était propriétaire de ce matériel, vous voyez quand même que, d'abord, elle avait... Attendez. C'est là qu'il faut viser, c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas, on ne visait pas au même endroit. Alors voilà, ça c'est le direct system qui a été arraché. Ça, on le voit peut-être mal, il est complètement tordu, c'est son tuyau de détendeur, qui évidemment lui était arraché, au bout il n'y avait plus rien. Hein. Et elle avait les 4 membres cassés. Alors on a pas mal d'accidents comme ça, pas avec cette... Enfin si, parce qu'il y a des morts, mais pas de cette nature-là, c'est des gens qui essaient de revenir sur les rochers, pour se sortir des vagues. Bon, ben là encore, c'est un problème de choix de site. Hein. Alors, une organisation générale déficiente. Là, nécessite quelques explications. 3 plongeurs partent ensemble. Là, le bateau qui est là, le bateau qui est en sécurité, c'est un bateau, ce sont des plongeurs de l'intérieur qui sont allés sur un centre de plongée professionnel avec un moniteur, un bateau. Le moniteur est sur le bateau, en tenue de sécurité, c'est-à-dire jean basket, ou Ray-Ban slip Panther, comme là-bas dans le sud. Et donc ils descendent, et puis l'une des plongeuses a des difficultés. Elle remonte en surface. Les autres ne s'en aperçoivent pas. Là-haut, la dame, elle demande du secours. Le bateau est mouillé à l'avant, à l'arrière, à 50 mètres de sa sortie d'eau. Ça dure 4 minutes. Elle demande toujours du secours, elle coule, elle remonte, elle coule et c'est fini. Parce que là, quand ils se croisent, en fait, ils ne se croisent pas. Hein. Sur un ordinateur, on est sur le temps, on n'est pas sur le lieu. Pardon, je n'avais pas de micro. Eh bien, le tribunal n'a pas considéré... Alors, il y avait une annexe sur le bateau, un Zodiac, mais il était sur le bateau. Le responsable directeur de plongée était en jean basket, à 50 mètres de la dame qui était dans l'eau. Il n'a rien fait. Il aurait pu sauter à l'eau, il aurait pu essayer de faire quelque chose. Eh bien, le tribunal n'a pas condamné. Aucune condamnation. Un bon avocat, peut-être, mais pas. Moi, ça m'a un peu choqué, mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous parler de ce qui me choque. Les fautes d'inattention, je vous disais tout à l'heure, ça c'est le problème du plongeur et de son essoufflement. C'est sur la Manche, c'est sur le Léopoldville. Ah ben, je ne vous l'ai pas mise. Hop. Oh. Ah, voilà.
Alors, ce que vous avez ici, c'est la courbe de plongée, la profondeur, et ici, vous avez la conso. Alors que la conso, elle monte ici, quand vous descendez, il n'y a rien de choquant. Mais quand vous remontez et qu'elle monte, la conso monte aussi, ça veut dire que le plongeur est en train de s'essouffler. Alors ça se voit là avec ce graphique, et puis ça s'est aussi entendu avec les déclarations des deux plongeurs qui les accompagnaient. Ouais. Alors j'ai appelé ça le manque de sang-froid. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut que je le dise, mais moi je les vois évidemment après ces affaires-là. Donc j'ai les procédures et les déclarations. Et après j'ai le matériel. Donc, là en fait il y a un accident. Vous voyez dans la zone des 20 mètres. Hein, ça se passe dans la zone des 20 mètres. Le moniteur remonte et dit je vais essayer de le retrouver, je vais essayer de le retrouver. Et il redescend par 2 fois. Mais il ne risque pas de le trouver. Hein. En fait il a peur de descendre. Alors, c'est pas parce qu'il serait descendu, il ne l'aurait peut-être pas retrouvé, il serait descendu, il l'aurait peut-être retrouvé décédé. Enfin, un minimum, quand on est moniteur, c'est quand même d'essayer de retrouver celui qu'on a perdu, quoi. Surtout que sur ces profondeurs de 20 mètres, on n'a pas de notion de consommation, de décompression ou de choses comme ça. La panique du moniteur. 3 plongeurs s'en vont. L'un des plongeurs, celui qui est cette courbe-là, ça se voit de toute façon, hein, commence à avoir des difficultés. Le moniteur ne se pose pas de questions. Surface. Et l'autre courbe, c'est un coéquipier qui a essayé d'aider son camarade et puis qui a abandonné aussi. Ça, c'est dû à un accident matériel, vous allez voir tout à l'heure. C'est pas non plus une attitude normale de moniteur. Ah. Le plongeur lui-même. Alors, plusieurs cas. Le plongeur isolé, j'en parle pas, quand on plonge tout seul. Oui, pardon ? Sur la responsabilité du DP ? Tu revois le code du sport. C'est très fixé dedans. Tu as des cas où le DP doit être là et d'autres cas il n'est pas là, en présence ou sans présence du DP. Alors en surface, non, pardon, la question c'est en surface. Non, le DP doit être présent, il peut très bien plonger le DP. Mais moi ce que je vous engage à faire si vous êtes DP, moi je vous engagerai toujours à avoir une palanquée de sécurité sur le bateau, prête à intervenir. Le mieux c'est que ce soit la palanquée du DP et de son coéquipier. Comme ça, quand vous êtes DP, que tout le monde est sur le bateau, que vous sautez à l'eau, on a quand même l'esprit plus tranquille, le seul qui est dans l'eau, il est avec nous. Donc les plongées trop profondes, ça c'est pareil, ça s'explique tout simplement par les accidents en profondeur, souvent des narcoses. Alors là, les plongeurs ne sont pas forcément seuls en plongée profonde. Hein, et vous pouvez très bien, un plongeur qui secourt un autre plongeur, peut très bien se trouver attaqué par celui qui l'a secouru. S'il provoque un accident en le secourant, on a des condamnations où le plongeur, sauveteur, on va l'appeler comme ça, a été condamné. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Bon, vous avez la non-assistance, évidemment. Bon, ça c'est l'omission de porter secours. Hein, c'est une infraction pénale. Et je voulais vous dire un petit mot sur ce que je vois. Alors là, on n'est pas dans les décisions de justice, puisque par définition, c'est difficile qu'il y en ait. On constate de plus en plus d'arrêts cardiaques chez les gens de 50 ans et plus. Il y en a quelques-uns dans la salle, a priori. Ce n'est pas une notion de profondeur. Les gens plongent, remontent, respectent totalement les procédures de leurs ordinateurs. Aucun souci. Ils arrivent en surface. Ils discutent. Ils se déséquipent même pour certains. Et ils meurent.
Donc ce sont des arrêts cardiaques, ça c'est clair, donc il n'y a pas de procédure derrière. Mais les médecins hyperbaristes, maintenant, sont à peu près convaincus que... Alors un arrêt cardiaque, ça peut arriver ici. Mais la plongée, l'effort fait lors de la plongée, quel que soit l'effort, eh ben, est de nature à favoriser ces problèmes cardiaques, quand bien même on n'en a jamais eu de détecté. Je ne parle pas de quelqu'un qui plonge en état cardiaque et qui le savait. Et on en a beaucoup. Beaucoup trop, en tout cas. Il n'y a pas de responsable, là. Un médecin... Alors, je ne sais pas si tu penses au médecin. Non? Qui c'est qui m'a posé la question, là? Tu penses au médecin? Un médecin, il ne détecte pas forcément vos problèmes cardiaques, même quand il vous fait passer une visite de non-contre-indication à la plongée, avec le vélo, avec les flexions, avec les trucs de faux souffler dans les machins, là, il ne voit pas forcément ça. Donc, il n'y a pas de responsable, là. En revanche, un médecin qui viendrait à... Et encore, on a des cas où c'est compliqué aussi avec les médecins. On a des... Oui, je te donne la parole tout de suite. On a des cas où, clairement, le médecin a fait des certificats médicaux à des gens qui étaient des fumeurs chroniques, des poumons à moitié foutus, en sachant pertinemment. Mais si l'accident n'est pas lié au problème du poumon du plongeur, il n'y a pas de lien de causalité, il n'y a pas de sanction pour le médecin. Oui. Est-ce que c'est considéré comme un accident de plongée quand on a un arrêt cardiaque en surface? J'ai envie de te dire oui, parce qu'en fait, il est toujours bien équipé en plongeur, mais ce n'est pas l'accident de plongée tel qu'on l'enseigne dans les formations, c'est clair. Parce que pour les médecins du Queston de Marseille, de Nice par exemple, et même d'Angers, le problème vient quand même de la plongée. Ça a été favorisé. Le gars aurait très bien pu faire ça en faisant ses courses, mais là, on a accéléré le processus. Enfin, je ne suis pas médecin, j'emploie sans doute pas les bons termes, mais je dirais qu'on a accéléré le processus. Oui, le médecin n'a pas une obligation de résultat, il a une obligation de moyens. Mais cela dit, il y a des médecins qui ne se foulent pas lors des visites. Vous en connaissez? Il y a de tout, hein. Alors, le bricolage et le défaut d'entretien des matériels. Alors, le bricolage et le défaut d'entretien des matériels. On peut être responsable parce que... Est-ce qu'il y a une réglementation sur les matériels, les étendeurs, par exemple? Non? Eh si? Eh si? Le premier texte date de 1943. Autant vous dire que ce n'était pas la plongée sous-marine qui les occupait à ce moment-là et qui dit en substance, et qui a été repris par exemple dans les textes de mars 2000, et les modifications suivantes. Enfin, le principe, c'est de dire que tout ce qui est sous pression doit être en parfait état de fonctionnement. Et ça, on ne vous dit pas qui doit le faire. Donc, ça peut être n'importe qui, du moment qu'il sait le faire. Alors, vous verrez tout à l'heure, le bricolage, ça marche quand c'est fait par des gens compétents. Les gens compétents, ce n'est pas forcément des magasins. Vous avez tous dans vos clubs, vous allez avoir MacGyver, le bricoleur, là, qui sait tout faire, et puis qui a appris, et puis l'expérience. Bon, s'il y a un accident avec ce qu'il fait, on ira voir si ça se faisait depuis, s'il fait ça depuis 20 ans, jamais eu de problème, et puis il pense, ce jour-là, il y en a un avec un détendeur. Bon, il est responsable, il sera jugé en tant que tel et condamné en tant que tel. Ce n'est pas la même chose que si c'est un apprenti sorcier qui n'a jamais rien fait de ses 10 doigts et qui a décidé de bricoler le matériel du club. À ce propos, moi, je conseille quand même au président du club, vous verrez tout à l'heure, de faire réviser leur détendeur tous les ans, même si ce n'est pas une obligation. Parce que vous avez un papier pour chaque détendeur, et s'il y a un noyé, à cause du détendeur, mais il est noyé avec un papier. Et j'ai tendance à vous dire que si vous avez un détendeur qui fonctionne, je suis désolé s'il y a des revendeurs de matériel ici, foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Entretenez-le, nettoyez-le, enfin faites ce que vous avez à faire. Vous avez appris ça depuis le niveau 1, hein, rincez le détendeur, et fichez-lui la paix. Alors, en bricolage, qu'est-ce qu'on peut trouver? Tu revends du matériel? Ah, mais ils disent ce qu'ils veulent. Ouais. Alors, il nous dit que les constructeurs, effectivement, quand vous achetez un détendeur, ils vous préconisent une révision annuelle par des gens qualifiés, etc.
Voilà. Mais moi, je peux être qualifié parce que je fais ça depuis 20 ans. J'ai pas de diplôme de qualification pour ça. Alors, tu as raison, on en parlera, c'est ça de 2 jours pour apprendre la totalité des matériels d'un constructeur. De la marque. C'est-à-dire que tu fais 2 jours, je l'ai fait pendant mes expertises, tu vas chez Scuba Pro, tu vois en 2 jours tous les détendeurs Scuba Pro, les Uvatec, les ordinateurs, les gilets, c'est tout. Et vous êtes 2 jours chez Aqualung, vous êtes pareil. Quand vous revenez, vous êtes formé. Alors, eh ben, je vais te montrer ce qui sort de chez les magasins officiels. Là, je n'ai rien contre les réparateurs. Hein. Non, mais j'ai rien contre les revendeurs, c'est pas ça, mais j'y reviendrai. Là, c'est pas un revendeur. C'est un détendeur Poséidon, ça. Le garçon plonge avec 2 Poséidons. Il entretient son matériel, mais quand il l'a entretenu, vous voyez ici, il a oublié de revisser complètement sur les filets. Bilan de l'opération. Comme il ne plonge pas tout le temps et que c'est un peu collé par le sel, tout va bien là. Mais quand il va dans l'eau, la pression de l'eau pousse ici. Et à ce moment-là, le détendeur est noyé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il saute sur son détendeur. Alors, il y a d'autres pièces. Alors ça, manque de peau, elles ne sont pas tout à fait dans le bon ordre. Ça, c'est aussi... Alors, c'est pas le bon ordre. Il y a une erreur de diapo, c'est pas grave. Ça, vous la verrez après. Ça, ce sont aussi des pièces que l'on trouve. Vous voyez l'état, des ressorts, parfait état. Des filtres, des bronzes poreux qui sont complètement pourris, où il n'y a plus rien qui passe au travers. Bon, ça, c'est du bricolage de bricoleurs. Donc je vous disais tout à l'heure que le monsieur qui avait le Poséidon et qui a pris l'eau, il saute sur son détendeur et il attrape celui-là. C'est un autre Poséidon. Alors vous avez ici la pièce qu'il faut d'origine, bien dans l'axe, et vous avez celle-là qui est un peu moins dans l'axe. En sachant que vous avez un trou à ce niveau-là et que cette pièce, si vous voulez, elle pivote autour de 2 pièces qui sont ici, vous comprendrez bien qu'à partir du moment où elle n'est plus dans l'axe, il y a quelques frottements. Et que ça marche moins bien. Alors, ce plongeur, ça c'est son détendeur de secours. Ce plongeur, il avait testé son détendeur de secours en surface. Vous savez, on fait tous ça. Hein. On met nos détendeurs en place, le détendeur de secours, on appuie, pchit, pchit, ça marche. Ça marche avec le pouce. Mais quand on est à 45 mètres sous l'eau et qu'on inspire, l'effort inspiratoire n'est pas suffisant pour vaincre les frottements. Donc moi, je vous engage à tester vos détendeurs de secours en faisant pchit, pchit, mais aussi sous l'eau de temps en temps. Écoute bien. Attendez, vous avez vu ce que c'était, hein? On est bien d'accord? Bon, la réglementation, je ne vous en parle pas. Je vous en ai parlé, hein, il n'y a pas d'obligation. L'obligation des magasins, c'est de vous fournir un matériel quand ils vous le rendent ou quand ils vous le vendent en parfait état. Hein. En contrepartie, vous payez. Alors, là, vous avez, je vais avoir c'est un test qu'on fait passer aux détendeurs dans des expertises, c'est une vérification de la norme. Bon, la norme EN250, c'est une norme. Vous pouvez plonger parfaitement, y compris dans vos clubs, avec des appareils qui ne respectent pas la norme, du moment qu'ils sont respirables. La norme, elle dit quoi? La norme, elle dit qu'un détendeur, il est acceptable, en norme EN250, à partir du moment où l'effort inspiratoire et l'effort expiratoire est inférieur à 25 millibars, inspiration, expiration. Donc vous voyez, ce détendeur, il est parfait, ouverture du clapet, tout va bien. Un bon détendeur. Quand vous avez ça, c'est différent. Là, vous avez bien une ouverture de clapet. Mais là, pour inspirer, il faut aller par là. La machine, alors 25 millibars, c'est la norme. Là, la machine se met en sécurité à 217 millibars. C'est-à-dire que c'était irrespirable. Donc pas d'air. Alors pourquoi pas d'air? Non. C'est un détendeur pionnier. Un pionnier, c'est un bain d'huile. Alors pour ceux qui font un peu de mécanique, je ne vais pas être compliqué quand même. Vous avez, sur un détendeur, prenons un détendeur à membrane, vous avez une membrane qui fait fonctionner les clapets et tout le bazar sur le siège, je ne reviens pas là-dessus, vous avez tous fait ça. Et de l'autre côté, vous avez une autre membrane qui est dans l'eau, et entre les deux, vous avez un volume. Un volume plein d'huile, pour être plein d'eau d'ailleurs, mais plein d'huile. Donc quand vous plongez, la membrane qui est ici, bah, elle fonctionne par la pression de l'eau. Et comme l'eau est incompressible, eh ben, elle fait travailler l'autre membrane, qui elle fait travailler le détendeur. Tout va bien. Si c'est mal rempli, eh bien la membrane qui est là, elle travaille, et l'eau
ou l'huile plutôt, dans le volume, eh ben, il monte et descend, mais il ne fait pas travailler l'autre membrane ici. Et du coup, votre détendeur ne fonctionne plus que dans les limites de son ressort de moyenne pression. Alors, il faut aller profond, évidemment, pour l'atteindre, mais une fois que vous avez atteint ce limite, qui n'est pas tout à fait la limite de la valeur de moyenne pression, parce qu'il y a quand même d'autres notions de frottement, eh ben, vous n'avez plus d'air. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a trouvé ce volume-là quand il fallait celui-là. Donc la raison de la panne du détendeur et de l'accident, c'est l'accident, je vous ai dit que le moniteur avait foutu le camp, c'est ça. Alors là, le juge qui était à Grenoble a dit, ça revenait de chez un réparateur. Hein. Donc le juge a dit, faites-moi saisir tous les détendeurs de ce réparateur, notamment tous les pionniers. C'est un aqualung, ça, à l'origine. Hein. Bon. Sur 19 détendeurs, 14 étaient comme ça. Réparateur avec un pignon sur rue. Hein. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de condamnation parce que le vendeur disait, moi, celui-là, quand je l'ai donné, il était bien. Et la présidente du club disait, mais nous, on n'y touche pas. Et comme il faut simplement une petite clé Allen pour ouvrir le bazar, eh bien, parole de l'un contre parole de l'autre, terminé, affaire réglée. Chez d'autres, vous savez que les réparateurs font leur marge sur les pièces détachées. Alors, quand on ne les a pas toutes, eh ben, on s'adapte. À droite, c'est ce qu'il faut, à gauche, c'est ce qu'il met. Alors évidemment, quand vous serrez un peu, vous le rentrez, ça marche moins bien. Ça vient aussi de chez les réparateurs. Alors, je peux vous en montrer comme ça, je ne vais pas continuer, mais il y en a autant que vous en voulez. Par contre, vous avez évidemment des centres vous avez des magasins qui sont des magasins hyper pointus et hyper spécialisés. J'ai presque envie de vous dire qu'un bon magasin, si vous voulez avoir de la sécurité, c'est que l'ouvrier qui répare les matériels, il est là depuis longtemps. S'il est là depuis longtemps, c'est qu'il est payé. S'il est payé, c'est parce qu'il est bon. Et vous avez un peu de sécurité. Ça, c'est pour vos détendeurs perso. Pour les détendeurs de club, s'il y a un pépin avec ça, vous avez un papier. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que... Je tiendrai, hein, n'inquiète pas le créneau. Je vous ai dit tout à l'heure que qu'on avait des infractions classées délit, vous savez, imprudence, etc. Et puis le troisième cas, quand vous aviez une incapacité totale de travail qui était inférieure à 3 mois, il fallait que l'infraction soit délibérée. Alors, ne vous inquiétez pas, on les retrouve. On les retrouve ici, mais sous forme de contravention. C'est-à-dire que là, inférieur à 3 mois, on retrouve non pas l'infraction délibérée de tout à l'heure, mais on retrouve ce qu'on avait. Et on peut avoir évidemment des ITT qui sont encore en dessous, pas d'ITT, donc accident, mais sans ITT déclaré par un médecin. On les retrouve ici et là, avec des contraventions de 5e classe ou de 2e classe. C'est le prix qui est différent. Si vous allez dans l'eau, avec une palanquée de 3, vous en tuez 2, ça compte pour 1. Si vous allez dans l'eau, qu'il vous manque un plongeur, vous avez un plongeur de trop, vous allez trop profond et vous n'avez pas le double détendeur, comme c'est des sous, vous avez 3 contraventions. D'accord ? Bon, je passe vite à la responsabilité pénale, je vous l'ai dit tout à l'heure. Des personnes physiques, elle n'est jamais présumée, c'est-à-dire que c'est au magistrat de prouver que vous êtes coupable. La présomption d'innocence est, je dirais, théoriquement systématique, puisqu'aujourd'hui, on vous donne à la télé les auditions des gens le lendemain, alors ça c'est autre chose. Puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'assurance possible. En fait, vous pouvez aussi avoir des exonérations. Le manque de discernement, par exemple, quelqu'un qui est jeune, moins de 13 ans, un jeune gamin, on a eu le cas d'un gamin qui pique le matériel de son père et de sa mère et qui va plonger avec un copain, et finalement le copain il meurt, ben, le gamin n'est pas condamné, bien sûr. Le manque de discernement, ça peut aussi être le handicapé mental. Le handicapé mental n'est pas responsable pénalement. Par contre, s'il provoque un dommage, on le retrouvera au civil avec des dommages et des intérêts. Mais là, il a une assurance. L'erreur, c'est quand on se trompe en raison d'un truc qui n'est pas affiché. Vous voyez, ça n'a pas été interdit par l'administration, donc on y va naturellement. Après, la contrainte, c'est quand vous êtes obligé de provoquer une infraction, parce que sinon, vous risquez quelque chose aussi. Ça, c'est du droit, hein. On va pas le redire. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure.
Et puis la force majeure. Alors la force majeure, il ne faut pas croire, il faut vraiment, sachant que l'ouragan et la tempête ne sont pas des forces majeures, par la guerre nucléaire, je ne sais pas s'il y en a. Ne peuvent être condamnés pour homicide involontaire par inattention, négligence ou même imprudence les responsables d'un club de sport et de loisirs à la suite du décès d'un moniteur de plongée, dès lors que l'accident est dû à une grave imprudence de la victime. Celle-ci a en effet pénétré plusieurs fois dans une grotte réputée très dangereuse malgré l'interdiction formelle de le faire. Autre jugement, avec un partage de responsabilité. Faute de la victime qui connaissait les risques de la plongée en apnée, n'aurait pas dû rechercher à relever une ancre après avoir effectué des exercices fatigants. Défaut d'opposition des dirigeants. Qui plonge en recycleur. Alors, je vais me faire étrier, mais ça ne fait rien. Oui, tu veux une question? Un ami moniteur fédéral en Égypte. Des niveaux 1, avec un moniteur niveau 1 sur un site au-delà de 20 mètres. C'est difficile. Quand vous allez en vacances et vous êtes moniteur, taisez-vous. Mais imaginez le truc, vous êtes sur un bateau de plongée au large de Port-Cros et vous voyez des trucs pas possibles. Qu'est-ce que vous faites? Vous le dites au directeur de plongée du coin en lui disant attends, ce que tu fais, c'est dangereux. Bon, vous avez une chance d'être foutu à l'eau ou de vous battre sur le bateau. Vous pouvez monter sur le toit de la cabine en criant à tout le monde attention, celui qui est là, il va vous tuer. Voilà, il n'y a pas trop de solutions. Il n'y a pas de solution. Tu changes de club. Les recycleurs, quelques mots sur les recycleurs, parce qu'on a quand même pas mal d'accidents. Ce n'est pas du tout lié aux recycleurs, c'est lié aux gens. Hein, le recycleur, c'est un appareil qui fonctionne parfaitement, mais qui n'est pas fait pour tous les plongeurs. Alors, je le dis, pourquoi? Parce que je veux préciser. Si vous aimez attraper un bloc, sauter à l'eau, voir des poissons, remonter sur le bateau, discuter le bout de gras et boire de la badoie, plongez à l'air. Ou au trimix, enfin, c'est encore un autre sujet. Mais le recycleur, il y a un avant, il y a un après la plongée, puis il y a un pendant, bien sûr. Mais il y a surtout besoin de gens qui sont soigneux, méticuleux, consciencieux. Si vous n'êtes pas comme ça, laissez le recycleur. Parce que même les gens qui sont consciencieux, finalement, finissent par avoir des accidents. On a très fréquemment des non-respects de la checklist. Un recycleur, il y a une checklist complète à vérifier avant de se mettre à l'eau. Et bien, par habitude, des fois, on chinte. Vous avez aussi la réaction inappropriée face à un accident. Je vais vous donner des exemples. Hein. L'erreur dans la composition du mélange gazeux. Bon, bah ça, c'est clair. Et puis l'absence de formation, parce que vous avez des gens qui achètent un recycleur. Malheureusement, on peut acheter des recycleurs ailleurs que chez les revendeurs officiels. Et un recycleur, ça nécessite une formation par type de recycleur. Donc, des conséquences possibles, eh bien ça, c'est un accident qui a eu lieu pas très loin de chez vous il y a quelques années. Le type plonge, fait sa plongée sans problème, sort. Il avait là c'est un AP diving, un des premiers, avec 2 consoles de contrôle, et il commence à se déséquiper. Et là le patron du centre lui dit dis donc tu pourrais pas aller me remettre un boot là à 16 mètres? Ah bah si j'y vais. Seulement il avait fermé l'un des contrôleurs, donc il part, il n'en avait plus qu'un qui fonctionnait. Mais la pile de celui qui fonctionnait tombe en panne. Le deuxième ne prend évidemment pas le relais puisqu'il était éteint. Le garçon, il est mort. Vous avez qu'à regarder en combien de temps? Là, vous êtes à 2 minutes. Hein. Il est mort là. Autre type d'exemple, le bricolage des recycleurs, parce que ça aussi, on en voit pas mal. Là, c'est un recycleur qui est mélangé entre un AP diving, un voyageur italien et je ne sais plus quel. Enfin, il y en avait 3. Du coup, il n'y avait pas de détrompeur. Notre plongeur met son bloc de canister, son bloc de chaux ici à l'envers, alors qu'il aurait dû être comme ça, il est comme ça. Bilan, l'air vicié fait ça, passe au-dessus, lèche la chaux, mais il ne la traverse pas. Hop. Le décès, vous l'avez là. Vous voyez? Là, 0 minute, 3 minutes, il est mort là. Ça ne pardonne pas un recycleur. Hein. Pour autant, ce n'est pas dangereux quand ça fonctionne parfaitement. Hein.
Ou alors en préparant son recycleur, quelqu'un qui est perturbé, quand on prépare un recycleur, on envoie promener tous ceux qui vous posent des questions et on se consacre à sa machine. Parce que si on ne le fait pas, on peut être perturbé et faire un peu n'importe quoi. Là, il avait oublié un espèce de rilsan, vous savez, cette espèce de petit serflex en plastique, là, entre le capot de son... ça, c'est son canister de chaud, hein, entre le capot et le canister. Bilan de l'opération, quand vous avez un truc comme ça, vous avez de l'eau. Hein, et l'eau, c'est pareil, vous mourrez à vitesse grand V. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voudrais aussi terminer en vous disant que, à retenir, je vous l'ai dit, il existe toujours un moniteur de fait. On ne peut pas s'affranchir des règles de sécurité dès lors qu'on les connaît. La victime d'un accident peut être attaquée en justice par son sauveteur, je vous l'ai dit. Et le droit français s'applique partout, y compris à l'étranger. Si vous avez un pépin en Égypte, vous pouvez être poursuivi par la réglementation égyptienne, si elle existe, en tout cas je ne la connais pas. Mais c'est clair que quand les gens vont rentrer, ils peuvent déposer plainte devant un tribunal français. Moi j'ai eu à travailler sur un accident aux Bahamas. Les gens étaient de Lyon. Aux Bahamas, il y a le club Méditerranée et il y a un garde champêtre. Autant vous dire, quand il y a une accident mortelle, ça n'intéresse personne. Surtout que si on ferme le club, il n'y a plus rien aux Bahamas. Hein, c'est l'île de San Salvador. Bon, eh bien, quand la dame est rentrée, après la mort de son époux, eh bien, elle a déposé plainte devant le tribunal de Lyon. Non, c'est pas bon. Et alors là, c'est le vieux croulant qui vous le dit. Le matériel ne fait pas tout. Quand survient la panique, l'expérience montre, en fait, je vous laisse lire. J'ai entendu ça toute la matinée. On a double détendeur. On a des gilets. Sauf que quand il y a la panique, c'est la surface qui compte. Et si on n'a pas les cuisses pour pousser les palmes et l'air dans les poumons pour arriver en haut, on meurt en dessous. Je vous remercie. On a 5 minutes si vous voulez poser des questions. Oui, on en revient au problème de la RSE au niveau 4. Oui. Je pense que là, il faut la conserver. C'est mon avis. Attends, oui. Tu as dû comprendre que je n'étais pas franchement parmi les instructeurs qui ont voté pour la suppression. Oui, mais bon, quand on fait nous plierons aux règles fédérales. Quand on fait le bilan de ce qui a été présenté, le matériel peut tomber en panne ou on ne peut pas faire confiance à tout le monde, notamment les réparateurs agréés. Sois pas trop réducteur quand même. Non, je ne suis pas réducteur, mais bon, on ne sait jamais. Oui. Donc moi, j'ai fait un givrage de tendeur il y a une semaine. Donc j'ai dû me débrouiller tout seul parce qu'en fait, il y a eu une aggravation. Il y a eu ça, on dit c'est la loi de l'emmerdement maximum. On descendait à 40 mètres sous descendre dans le bleu. Donc il y a eu des oreilles qui ne sont pas passées. Donc je me suis retrouvé tout seul à 35 mètres, 40 mètres. Donc là, il faut quand même se maîtriser pour pouvoir remonter seul avec un givrage de tendeur avec un givrage. Et on perd beaucoup d'air. Donc c'est pour ça que je reviens au fait que la RSE doit être... Cela dit, on remonte avec les givrages. Hein. Moi, j'étais longtemps sur Annecy, on ne manquait pas de givrage là-bas. On a connu plusieurs givrages. On remonte. Mais cela dit, bon, après, on ne va pas rentrer sur le débat de la RSE. On verra bien ce qu'il en sortira. Oui. Vous organisez un week-end avec des plongeurs et il n'est même pas question de formation. Il peut y avoir des temps de route et puis il peut y avoir des arrivées tardives ou tôt parce que la personne qui organise le week-end peut être considérée comme responsable. Absolument. Celui qui organise un week-end avec une arrivée à 3h du matin, une plongée à 9h et qui a un pépin, c'est pas bon pour elle devant le tribunal. Hein. Mais encore une fois, c'est l'enquête qui le déterminera et il faut chercher le lien de causalité entre l'accident et les fautes reprochées. Lorsqu'on plonge en Égypte sous des structures PADI, qu'on plonge du coup avec le diplôme de SSM. Plus fort, non, plus près de ta bouche. Pardon. Je dis lorsqu'on plonge en Égypte sous des structures PADI ou autres, avec nos règlements FFE SSM,
Du coup, qu'est-ce qui prime en cas d'accident? C'est la structure? Normalement, on ne peut pas plonger. Normalement, dans les structures, on devrait avoir les deux. Il devrait avoir CMAS et PADI. Des moniteurs CMAS et des moniteurs PADI. Hein, donc si on plonge avec un système, tu dis dans un club PADI avec une structure FFSM à l'étranger, un accident arrive, mais il faudrait voir dans quelles conditions. Je ne peux pas répondre comme ça. Plongée croisière, du coup, avec des moniteurs PADI et des gens qui sont en séjour. Mais si c'est un moniteur PADI en structure PADI, tu plonges en structure PADI et à l'étranger. Voilà. Donc on peut toujours venir rechercher la réglementation française. Un avocat, les avocats ont le talent de travailler sur tous les sujets. Ils peuvent toujours essayer. À mon avis, ça ne passera pas facilement. Mais dans le cas des Bahamas dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait une structure PADI, il y avait une structure fédérale. Le garçon était un élève PADI qui plongeait avec un moniteur PADI. Il est mort dans un cadre PADI. Et il y a quand même le tribunal qui s'est saisi. Ben oui, parce que vous savez, dans PADI, il faut faire des paliers dès lors que vous dépassez 30 mètres. Donc le moniteur canadien, au niveau du Club Med, il a accompagné son plongeur qui mourait dans ses bras à 3 mètres parce qu'il fallait faire le palier. Hein. Oui, là-bas, à gauche. Oui, j'aurais une question. J'ai été interpellé par ce que tu disais sur les niveaux 1. Là, la personne, quand il y a eu un petit souci avec le niveau 1 qui venait de former, il y a eu a priori un décès. On ne peut pas envoyer chaque fois tous les niveaux 1 à faire un baptême parce qu'en règle générale, quand on prépare un niveau 1, c'est en piscine qu'on le fait dans 2 mètres d'eau. Bon, on va dire que les règles de sécurité sont respectées, quoi, si je puis dire. Mais ce n'est pas tous les cas. On fait les niveaux 1, ils ne sont pas toujours formés en piscine, hein, ils sont formés en mer directement. Même, et là, en l'occurrence, tu penses au cas du garçon qui est venu en disant j'ai mon baptême depuis 4 ans. Oui, c'est ça. Ben, moi, je considère que quand quelqu'un vient me voir en disant j'ai pas plongé depuis 4 ans, j'ai fait une plongée baptême, le coup où je le vois, je ne l'engage pas tout de suite dans une formation. Ou alors si je l'engage dans une formation niveau 1, la première plongée, je la fais avec lui, un peu comme un baptême. C'est ça que je voulais dire. Oui, mais c'est pas ce qu'il a fait, non? Non, bah non. Il l'a mis dans une niveau 1 avec le groupe de niveau 1 et roule. Ah oui, oui. Oui, je me suis peut-être mal expliqué. Oui. Okay. Bon, il y a quand même, ce qui est rassurant, c'est quand même de grosses négligences, quoi. Bah, en fait, oui. Et puis, ça fait 1h30 que je vous parle de ça. La réalité, c'est quoi? On a 25 morts par an en plongée. Ça vaut pas une bonne semaine de ski en montagne. Hein. On a 25 morts parfois en semaine. Hein. S'il vous plaît. T'arrêtes quand tu veux parce que tu sais que ça peut durer 6 heures. Hein. Oui, s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser. Attends, qui c'est qui parle là? J'ai un club prête du matériel à un adhérent. Ça peut être intéressant. Non, un club prête du matériel à un adhérent. Il arrive un accident. Il n'y a pas de charte. Il arrive du tout de signer. Et s'il y a une charte, en quoi la responsabilité du club est engagée? Alors, 2 choses. On parle de prêt à usage ou de location. Donc, puisque tu m'en donnes l'occasion, je vais balayer le tout. Hein? Vous n'avez pas le droit de louer du matériel quand vous êtes dans un club. Parce que vous devenez commerçant. Et ça, vous avez des commerçants ont des taxes. Alors, ça, c'est le droit. Je ne vous dis pas qu'on va poursuivre. Le tribunal, je vous ai déjà dit, il classe plus qu'il poursuit. Donc, il ne va pas forcément aller chercher parce que vous avez loué 3 blocs au cours de l'été. Mais la réglementation, c'est ça. La location, c'est niette. Vous pouvez demander une caution. Ça n'a rien à voir. Vous prêtez du matériel, on va y venir au prêt à usage. Vous prêtez du matériel, vous demandez des sous. Le gars, il vous rend le matériel, vous rendez les sous. Vous ne pouvez pas demander un don. Parce qu'un don de 30 € qui se répète auprès de tous les adhérents, ça devient une location lors d'une enquête. Donc la location, terminée. Après, le prêt à usage. Le prêt à usage, vous avez parfaitement le droit de le faire. Vous pouvez prêter du matériel. Votre matériel, il doit être exempt de vices. Alors de vices apparents. C'est la raison pour laquelle la fédération conseille de ne pas prêter du matériel à des gens qui ont un niveau 1 ou 2. Parce qu'on estime qu'ils ne sont peut-être pas aptes à vérifier l'état d'un matériel qui pourrait avoir un vice apparent, eux ne le verront pas. Alors donc c'est du matériel qui est en parfait état, enfin bon, en état de fonctionnement. S'il n'est pas en état de fonctionnement, tu peux avoir des soucis, c'est clair. Parce qu'en fait, tu es responsable des choses dont tu as la garde, et le fait d'avoir la garde et de la transférer ne t'exonère pas du matériel. Mais on n'est plus tout à fait dans le pénal là. Ouais. Oui.
Oui, je reviens sur la responsabilité du président. C'est une vraie partie de plaisir. Est-ce que tu peux repréciser le défaut d'opposition? C'est-à-dire que s'il y a défaut d'opposition, ça veut dire qu'il y a une opposition recevable. Quelle est l'opposition recevable? Il faut que ce soit dit devant un tiers. On refuse le droit de plonger à quelqu'un parce qu'on estime en tant que DP qu'il n'est pas apte à plonger pour des raisons de santé ou d'état visuel. Comment on peut le formaliser? Déjà, bon, tu parles déjà le DP. Le DP, on ne peut pas vous imposer un plongeur que vous ne voulez pas. Hein. Bon, mais dans ce cas-là, ça peut aussi être, vous dites, moi je ne suis pas DP, on va, bye bye. Bon. Le défaut d'opposition, ça veut dire qu'il faut que le président assume ses responsabilités. Tu parles de l'exclusion d'un plongeur, finalement. Eh bien, exclusion de plongeur, ton plongeur, tu peux avoir dans le règlement intérieur des conditions d'exclusion de ton plongeur. Eh bien, un plongeur qui pose problème, tu l'exclus. Et si tu ne l'exclus pas, alors que tu sais... Je prends un exemple qui est actuel. Niveau 1, non, MF1. MF1 qui ne respecte jamais les conditions fixées par le directeur de plongée. Jamais. Il est toujours 10 mètres en dessous. Enfin bon, ça lui a été dit X fois, ça lui a été rappelé X fois, et de façon publique en plus. Hein, bon, et ça continue. Et bien, la décision du président a été de l'exclure purement et simplement au moment d'une réunion du bureau du club. Mais parce que c'est prévu dans son règlement intérieur. Si vous violez en fait votre règlement intérieur en excluant le plongeur, là ça ne marche pas. Et ça ne marche pas non plus devant la fédération, devant les commissions de discipline. Hein? L'idéal, c'est toujours avoir des témoins. Si vous êtes dans votre bon droit. Si vous avez tort, évitez les témoins. Merci Philippe.